Bruno Courtois, bonjour. Bonjour. Alors dites-moi la toute première information classée défense, donc vraiment ultra confidentielle que vous avez eue en votre possession, c'était quand et c'était quoi cette information qui peut-être aujourd'hui n'est plus confidentielle, donc vous pouvez m'en parler? Eh bien, je pense que ça date de... Alors, j'ai un petit doute de date, 1995 ou 1996, c'est un des deux, plutôt 80, je devrais plutôt dit 80, peu importe. En fait, je suis officier de quart ce qu'on appelait à l'époque le centre opérationnel interarmé. C'est le week-end de l'Ascension. Et donc, du coup, comme souvent lors des week-ends, en fait, le patron des opérations de l'armée française me dit très bien, appelez Sarajevo. À l'époque, donc on est déployé en forme de casque bleu à Sarajevo. Ouais. Et donc me dit appelez Sarajevo. Et puis, comme d'habitude, passez-moi le chef du secteur de Sarajevo. Classique. Et donc, du coup, je fais le standardiste. Parce que l'officier de quart, souvent, c'était un peu le standardiste. Et donc, Sarajevo décroche. C'est un colonel que j'ai absolument pas pu passer au sous-chef opération qui me dit tout de suite c'est très grave. Il vient d'avoir des tas de casques bleus pris en otage tout autour de Sarajevo. Prévenez tout le monde. Il y a des avions qui tournent au-dessus. Il ne faut pas qu'il y ait de frappe aérienne. Et voilà, on est vraiment dans le feu de l'action. Ouais. Et il raccroche. Et donc je me retrouve, moi, jeune capitaine. C'est le week-end de l'Ascension. Il n'y a personne. Vous attendiez un week-end tranquille et puis... Je pensais que ça allait être calme. Et en fait, surtout, je me dis, s'il y a quelque chose que j'ai mal compris, je suis mort. Voilà. Et donc, du coup, effectivement, je rends compte. Du coup, donc je sens tout de suite qu'effectivement, c'est très grave. Puisque le sous-chef opération me dit, appelez tout de suite le cabinet du ministre, etc. Donc là aussi, je suis capitaine. Oui. Donc, capitaine, quand même, voilà. On est quand même, voilà. Cette information confidentielle, elle brûle un peu. Ce qu'on peut dire de bien de cette information confidentielle, c'est que derrière va naître tout le phénomène de réaction des casques bleus à Sarajevo. Et notamment, c'est à partir de cette prise d'otage qu'il va y avoir la célèbre reprise du pont de Verbania par la compagnie du capitaine Lecointre, qui à l'époque est capitaine, c'est le grand chancelier de la LH aujourd'hui, avec le lieutenant Hélène, qui vient de prendre sa retraite comme colonel attaché de défense au Canada, voilà, qui vont reprendre un poste à Verbania dans Sarajevo et qui vont... Malheureusement, 2 marsouins du 3e régiment d'infanterie de marine vont mourir au cours de cette opération. Eh ben, c'est un souvenir extrêmement exhaustif et on voit qu'effectivement vous vous en rappelez très très bien et on comprend pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro, avec aujourd'hui en face de moi le général Bruno Courtois qui vient de nous raconter un souvenir c'est de l'histoire avec un grand H presque. Vous avez officié 39 années dans l'armée après votre diplôme de Saint-Cyr-Couët-Quidan et de l'école de guerre. Et vous êtes désormais conseiller défense chez Sopra Steria, donc 39 années dans l'armée, c'est quand même une jolie carrière. Dans les ministères aussi, vous l'avez dit. Qu'est-ce que vous retenez de ces 4 décennies ? L'armée, c'est une aventure assez extraordinaire, parce que du coup, le but quand même, c'est finalement de former et d'encadrer des jeunes pour qu'ils puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans des missions qui sont souvent difficiles. Voilà. Et comme je disais un peu ce matin pendant mon intervention à la REF, la jeunesse, comme disait Paul Claudel, la jeunesse n'est pas faite pour le plaisir, elle est faite pour l'héroïsme. Et je crois qu'en fait, l'armée, c'est surtout ça qui est bien, en fait. C'est cette capacité qu'on nous apprend tout petit, que le plus important, c'est de s'occuper des petits. Parce qu'en fait, quelle que soit la situation, c'est très souvent les petits qui vont nous en sortir. Et donc, du coup, la force du système militaire, c'est que on forme des gens qui, finalement, intrinsèquement, ne savent pas faire grand-chose en termes militaires, et puis qui, quelques années plus tard, deviennent des spécialistes, des tireurs d'élite, des parachutistes d'exception, des nageurs de combat. Et je trouve que, moi, cette capacité à avoir fait donner le meilleur de soi-même à des jeunes qui ne le savaient peut-être même pas eux-mêmes, je trouve que c'est extrêmement gratifiant et surtout, c'est ce qu'on garde après. Vous utilisez l'expression des petits. Pendant combien de temps on est un petit dans l'armée ? Alors d'abord, on est toujours le petit de quelqu'un. C'est vrai. Même quand on est... Moi, j'ai terminé général de division. On est toujours le petit de quelqu'un. Mais moi, je trouve que c'est vraiment ça qui est gratifiant. C'est-à-dire qu'en fait, d'élever... C'est un peu toute autorité est un service. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment ça dans l'armée. Et c'est aussi finalement ce qu'on explique quand on dit l'armée, c'est un escalier social. C'est-à-dire que ça permet finalement à des jeunes qui finalement n'avaient pas trop conscience de leur vocation, qui sont rentrés un peu là par hasard et puis qui là se découvrent. D'avoir des carrières qui sont quand même tout à fait intéressantes. Vous savez qu'on a à peu près la moitié des sous-officiers, c'est-à-dire finalement les sous-officiers, c'est nos agents de maîtrise, qui sont le corps vraiment d'encadrement de proximité des armées, nos grands spécialistes. La moitié sont issus des corps des militaires du rang.
Et la moitié du corps des officiers est issu des sous-officiers. Donc vous voyez qu'il y a une perméabilité sociale très importante, très gratifiante. Et moi, je reste convaincu que le vrai plus, c'est ça. Alors, vous avez cité le philosophe Jean Guiton qui dit que toute autorité est un service. Cette citation, elle est importante parce que vous l'avez mis sur votre LinkedIn. Oui, parce qu'elle a été reprise. Alors, je ne suis pas le premier à l'avoir reprise. Le général Pierre de Villiers, qui a été le chef d'état-major des armées il y a quelques années, c'était aussi un de ses mentats un peu. Il l'a répété souvent. Mais moi, j'en suis absolument persuadé parce que dans la pratique, le système militaire, on veut que les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et je suis convaincu que les gens ne donnent le meilleur d'eux-mêmes, qui est quelquefois exceptionnel. Surtout quand en plus c'est un moi collectif, c'est-à-dire c'est une collectivité qui agit. Et dès lors que le chef a su justement montrer à la fois tout l'intérêt qu'il portait à ses subordonnés, toute l'exigence aussi qu'il leur apporte. C'est-à-dire que rien n'est gratuit, il faut quand même se bouger, ça ne va pas se faire tout seul. Il y a des moments c'est dur, et puis on est dehors, il pleut, il fait froid, le matériel est quelquefois un peu rustique. Donc tout ça, c'est une collectivité qui le fait marcher. Mais comme disait le général de Montsabert à la campagne d'Italie, un seul but, la victoire. C'est toujours d'actualité. Et la victoire, c'est les hommes qui sont soudés qui la font. Je reviens à ce que vous disiez. Vous disiez que souvent, les vocations naissent quelques années après être rentré dans l'armée. C'est-à-dire qu'on rentre dans l'armée pas par vocation, mais on finit par la trouver parce qu'il y a tellement de métiers en réalité au sein de l'armée française que... Oui, et puis en fait, le système militaire est assez bien fait. C'est-à-dire que dès lors que vous rentrez, mais même moi, quand vous arrivez dans votre première affectation, c'est quelque part un peu instinctif quand même, la capacité à diriger des gens, à fixer des missions, à vérifier que le travail est bien fait, etc. C'est un peu la même chose quand vous rentrez dans l'armée, vous êtes comme soldat, vous n'êtes pas forcément sûr de... Voilà, vous y êtes allé parce qu'on vous avait dit que c'était bien, vous avez le goût de l'aventure, vous êtes sportif ou pas. Vous êtes discipliné ou pas, c'est pas toujours gagné. Et puis quelque part, voilà, ça vous gagne. C'est un peu c'est comme le champagne, ça vous gagne. Là, c'est un peu pareil. L'atmosphère, un corps de troupes, c'est quand même une grosse collectivité avec bon, alors il y a des problèmes aussi, mais il y a quand même de la fraternité d'armes. Et puis petit à petit, c'est la mécanique. Vous savez, c'est comme les gens qui courent un cross et qui disent non, moi je cours pas, je suis fatigué aujourd'hui. Et puis finalement, dès que le coup est donné, tout le monde court très vite. Il faut y aller. Vous vous qualifiez aussi, j'ai vu, de transmetteur militaire. Qu'est-ce que vous, général Bruno Courtois, vous avez transmis à des petits ou à d'autres d'ailleurs? Quels sont, vous diriez, vos skills? C'est moche, mais vos traits de personnalité, vos compétences qui, bien à vous, que vous pensez humblement avoir transmis tout au long de votre carrière? Je crois que c'était... Alors moi, j'étais effectivement dans l'armée de terre et j'ai terminé donc officier général. Et mon arme d'origine, comme on dit, c'est-à-dire ma fonction de base, c'était les transmissions. Après, dans les transmissions, il y a deux branches, la voie télécommunication et informatique que j'ai eue au début et la voie renseignement vers laquelle je me suis orienté après 5 ou 6 années de service. Maintenant, qu'est-ce qu'on transmet? Moi, je suis persuadé à peu près d'avoir transmis une forme de sens de l'exemplarité et de droiture qui est quand même dans nos métiers très importante. Il n'y a pas que le métier militaire où c'est important, mais je pense que je l'ai transmis. Une vraie forme d'enthousiasme dans le service, c'est-à-dire la capacité, pas à se réjouir de tout, mais pas non plus à se laisser abattre par le premier inconvénient venu. Et puis la quatrième, peut-être, c'était cette espèce de forme de rigueur militaire, de souci du détail, mais qui valorise et qui ne rabaisse pas. Et du coup, comme de mes subordonnés, beaucoup sont devenus des cadres. J'ai même été instructeur à Saint-Cyr. Certains de mes élèves sont généraux 4 étoiles maintenant. Ah oui. Et ils me parlent toujours de cette année de formation initiale que j'ai eue avec eux, dans lequel ils me disaient, oui, effectivement, on avait besoin d'être guidés et aimés. Et merci d'avoir tenu ce rôle quand vous nous avez incorporés. Ça, c'est un bon signal, parce que c'est comme un prof qu'on a eu quand on était gamin et qu'on s'en souvient toute sa vie. C'est un petit peu ça, c'est glorifiant dans une certaine mesure. C'est ça. C'est même pas dans une certaine mesure, c'est glorifiant. Oui, disons que quand on est à la retraite, c'est la seule chose qui reste, en réalité. En réalité, c'est quand même une des grandes choses qui va rester, c'est la reconnaissance de ses subordonnés. Il y a une fierté, en effet. On va parler de Sopra Steria, vous avez une mission particulière parce que vous êtes conseiller défense. Votre qualité, de conseiller défense, c'est la désinformation. Alors, quels sont les contours de cette mission exactement ? Alors, Sopra Steria, tout d'abord, pour vos auditeurs, donc c'est une grande entreprise de la tech, c'est une société de services numériques qui fait de la transformation digitale, qui fait de l'innovation informatique ou de la cybersécurité. Donc moi, je suis arrivé chez Sopra Steria il y a 3 ans.
Soprasteria, c'est une entreprise qui est très attachée à la souveraineté. C'est vraiment, elle agit sur des secteurs très sensibles, l'aéronautique, la défense, le ministère de l'Intérieur, l'identité numérique, l'économie, les finances. Donc des sujets très sensibles. Moi, j'arrivais donc du monde du renseignement. Et en fait, ils ont été très vite intéressés pour me dire il faudrait qu'on se penche. C'est l'époque où le président Macron dit l'influence, c'est la 6e fonction stratégique. Oui. Et pour Soprasteria, qui est une entreprise très liée à la souveraineté, ça a été une forme de déclic pour dire c'est un sujet important. On a une responsabilité citoyenne. On est une entreprise de la tech. On a une responsabilité de faire progresser la science. Donc, on se met sur le créneau. Et Bruno, puisque c'est un peu ta partie, tu t'y mets. Donc, on a agi en 2 temps. Le premier temps, on a créé un petit cercle de réflexion qui s'appelle le cercle Pégase, qui, à force, même aujourd'hui, c'est 420 personnes. On organise un événement sur le sujet de la menace informationnelle par mois. C'est tous les milieux. Le but, c'est vraiment à la fois d'être un peu catalysé sur le sujet, de faire prendre conscience, d'agglomérer les idées et d'être un peu un catalyseur sur le sujet. Donc, il y a tous les milieux, politiques, académiques, médiatiques, économiques, étatiques. Parce que ça concerne tout le monde. Parce que ça concerne tout le monde, parce que, comme disait le Premier ministre, c'est une guerre qui nous est menée, qui est une espèce de guerre silencieuse, mais réelle, un peu invisible, mais c'est tous les jours, et en même temps, quelquefois, un peu sous-estimée. Vous diriez que c'est sous-estimé aujourd'hui? Alors, en fait, en réalité, on peut dire que oui, je crois, oui. En fait, il y a une vraie... Aujourd'hui, c'est un peu l'idée de Soprasteria aussi, c'est de dire il faut qu'on construise une dissuasion numérique. Cette dissuasion numérique, elle est fondée à la fois sur une puissance industrielle et technologique. Donc ça, c'est un peu ce que fait aussi le cercle Pégase. Il agglomère autour de lui l'écosystème industriel de toutes les sociétés qui traitent de la menace informationnelle. Et on les fait grandir. On applique la même chose que toute autorité est un service. On s'occupe des petits et on les fait grandir. De toute façon, on applique toujours les mêmes règles. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on fait de la perspective sur ce sujet. Et donc, Soprasteria a décidé d'avoir un projet industriel et économique autour de ça, en développant un certain nombre d'outils d'intégration de capacités développés par d'autres, mais c'est son métier principal. Soprasteria, il intègre des logiciels fabriqués par d'autres pour leur donner de la puissance. Et donc sur ce sujet de la menace informationnelle, il a considéré que puissance techno, c'était pour lui. Et il y a aussi un autre aspect très important dans la désinformation pour lutter contre, c'est comment est-ce qu'on rétablit ou qu'on instaure la confiance, notamment la confiance des Français vers ces institutions, ces responsables politiques, ces grands médias, etc., qui aujourd'hui, on va dire comme ça, que c'est perfectible. Oui, parce qu'aujourd'hui, en réalité, on parlait de réseaux sociaux, de menaces informationnelles. On vit une époque où il n'y a jamais eu autant de bruit médiatique, de bruit partout sur les réseaux sociaux. Donc, c'est très compliqué de faire baisser cette menace informationnelle et de sensibiliser toutes les générations, le plus de monde possible. En fait, la menace, elle est un peu invincible. Mais l'important, c'est pas la menace, c'est le combat. Donc du coup, pour mener ce combat, on s'appuie vraiment sur les 2 triptyques, souveraineté, puissance, confiance. Donc nous, industriels et société, c'est aussi ce que je disais ce matin aux gens, l'entreprise, elle peut à la fois créer de la valeur, créer de la techno et susciter de la confiance parmi ses jeunes, parmi son personnel. Enfin, n'oublions pas qu'aujourd'hui, la guerre, elle existe en Ukraine, dans les tranchées, mais chez nous, la guerre, elle s'infiltre, c'est la guerre hybride, la guerre informationnelle qui s'infiltre dans nos téléphones portables, qui s'infiltrent pour finalement diviser, fracturer, s'appuyer sur des faits exacts, mais en les déformant, en les décalant, en les sortant de leur contexte, pour faire douter et en fait pour faire en sorte que jouer sur les perceptions des gens. Et on l'a vu à plusieurs reprises, regardez les élections roumaines, regardez ce qui a été tenté d'être fait dans certaines élections allemandes aussi, pour faire perturber le vote des Allemands. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie avec l'action qui a été menée par le Baku Initiative Group pour non pas susciter les émeutes, mais vraiment les soutenir, les encourager. Et donc tout ça fait que cette guerre informationnelle, elle concerne aujourd'hui tout le monde. Et je crois qu'avec le temps, elle va être effectivement de moins en moins sous-estimée. La menace, c'est pas le plus important, c'est le combat. Merci Général Bruno Courtois d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro, donc ici à la REF. Merci infiniment et à très bientôt. Merci.